Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, nous allons plutôt jeter plus de lumière sur les relations, les différentes dimensions des relations économiques entre l'Égypte et la France à la lumière de la dernière visite effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi au cours du mois de décembre 2020. Justement, au cours d'une rencontre avec le président égyptien Fattah al-Sisi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rendu hommage à la performance distinguée de l'économie égyptienne. RFI et d'autres, Radio France Internationale bien sûr, d'autres médias français ont même jeté de la lumière sur cette performance exceptionnelle faite par l'économie égyptienne, même durant le temps très amer, le temps de désastre de Covid-19. C'est pourquoi RFI, par exemple, a dit que l'Égypte semble avoir plutôt bien résisté à la crise provoquée par la pandémie. D'autres médias français ont jeté la lumière sur la résilience de l'économie égyptienne. Donc, pour avoir plus d'explications, nous allons bien sûr avoir en ligne de la TV internationale dans les prochaines minutes notre invité de marque, Dr Amr Saleh, qui est un professeur des économies politiques, un grand conseiller économique même. Monsieur Amr Saleh, bonjour et vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Oui, bonjour Annie, le plaisir est toujours le mien. Je suis comblé et toujours prêt à vos interventions. Oui, merci beaucoup tout d'abord pour votre coopération, pour votre gentillesse. Et justement, j'ai une question en général. Comment vous trouvez actuellement les dimensions des relations économiques entre l'Égypte et la France, notamment à la lumière de la dernière visite effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi? Le partenariat économique entre les deux côtés, comment vous pouvez le qualifier actuellement? Écoutez, Annie, moi je trouve que, et ça a été dit auparavant, que les relations entre l'Égypte et la France sont des relations historiques, certes, depuis 200 ans, fondées sur la confiance, sur une amitié, sur une complicité, avec un respect des particularités des deux pays. Ouais. Moi je dirais même que c'est des relations qui ne datent pas de 200 ans ou 300 ans, mais je dirais que c'est des relations qui datent dans le fin fond de l'histoire, car moi j'ai l'impression que les Français, que la France a même plongé dans l'histoire pour essayer de comprendre les origines de la civilisation et de la culture égyptienne. Et puis vous avez aussi, et ça c'est pas nouveau, mais vous avez aussi cette égyptomania, cet amour qui existe en France pour tout ce qui est égyptien, pas pour tout ce qui est pharaonique, mais vous savez, notre écrivain, notre prix Nobel, Naguib Mahfouz, et beaucoup d'autres ont été la cible. Je dis la cible de médias, des intellectuels français. Et juste une petite parenthèse, Annie, et ça c'est très intéressant à dire, parce que moi j'ai vécu en France et j'ai fait mes études à Paris, j'étais tout petit à l'école, CM1, CM2, et c'est très intéressant de vous dire que le second seconde classe d'histoire à l'école, en CM1, CM2, c'est la civilisation égyptienne, c'est la civilisation pharaonique après la préhistoire, et même avant l'empire de Charlemagne et tous ces cours d'histoire traditionnels, et puis l'empire romain et tous ces empires. Et donc, c'est pour vous dire que les relations entre l'Égypte et la France sont des relations très spéciales, très historiques, fondées sur, je disais, des particularités, mais des particularités et des différences, je dirais, communes. C'est vrai qu'on n'a pas le même terrain, de point de vue religieux, de point de vue ethnique, de point de vue culturel, de point de vue politique, mais ce qui nous unit, c'est un modèle
impressionnant, impressionnant. De par nos différences et nos particularités, hein, je crois que ce qui unit la France et l'Égypte est beaucoup plus que ce qui peut faire des différences entre les pays. Nous avons, malgré ces différences, nous avons, je dirais, des particularités communes. C'est les particularités de l'humanisme, de la noblesse de l'art, de la littérature, de la philosophie, cette profonde civilisation et culture. La civilisation égyptienne et la culture française très profonde. C'est des particularités, je dirais, qui unissent la France et l'Égypte dans leur parcours commun. Et le hasard des choses, je le dis, il faut le dire, c'est pas méchant, mais malgré ces différences religieuses et parfois historiques et géographiques, et géopolitiques aussi, ce qui lie la France et l'Égypte est plus que ce Méditerranée, cette grande mer qui sépare le nord et le sud, mais c'est beaucoup plus, c'est cette profondeur humaniste, et je dis humaniste, l'humanisme égyptien et l'humanisme français, de par leur civilisation. Ouais. Vous venez de faire une sorte de référence à ces relations historiques entre les deux parties, l'Égypte et la France, mais justement, sur le terrain, il y a un nombre de faits. L'Égypte représente un centre de stabilité au sein du Moyen-Orient, au sein de Nord-Afrique. L'Égypte a un poids politique très lourd, possède tous les moyens pour avoir un essor économique, un pays à ne pas raté pour les investisseurs, notamment dans la foule des témoignages lancés par les différentes institutions internationales. L'Égypte même est une destination attractive aux investisseurs étrangers, notamment les Français. Et, certains voient que l'Égypte, ou estiment que l'Égypte représente actuellement un poumon économique, une veine offshore pour l'économie française. Donc, ce sont bien sûr des éléments qui révèlent ou qui revêtent une sorte d'importance tout à fait très claire pour les Français, n'est-ce pas ou non? Oui, laissez-moi vous faire un tout petit cours d'histoire, de mon point de vue. Vous savez que la France, lorsqu'elle a voulu étendre plutôt son pouvoir économique, la France s'est dirigée au sud. Historiquement en Algérie, en Égypte et puis en Afrique. Et donc, vous l'avez dit au départ, l'Égypte et le sud plutôt de la Méditerranée et puis l'Égypte est l'étendue naturelle de l'économie et de l'activité économique française. Vous savez que l'échange commercial entre l'Égypte et la France a augmenté de 21% au cours des 5 dernières années, avec l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi. Les exportations françaises ont augmenté de 20% en 2007, pour atteindre à peu près 2 milliards ou 1, quelque chose, 1,95 milliards d'euros. Avec l'arrivée du président Fattah el-Sisi, qui avait donné beaucoup d'espoir non seulement pour l'Égypte, mais pour la région, et pour les relations franco-égyptiennes qui sont très étendues. Et puis avec cette stabilité politique et économique qu'a connue l'Égypte, certes, vous savez, après 2011, on est tombé d'un taux de croissance de 1,8%. Là, on est remonté, avant Covid-19, avant le Covid, on est remonté à 6,5%, donc un taux de croissance impressionnant, qui avait fait que les importations même de l'Égypte ont augmenté et les relations économiques et les échanges commerciaux entre l'Égypte et la France avaient augmenté énormément. Et puis les échanges commerciaux avaient repris. Et donc, pour revenir à la point de départ, je disais que la France plutôt trouve en Égypte cette continuité naturelle, historique, géographique de son influence commerciale. Et d'ailleurs, avant la révolution de 2011,
personnellement, je connaissais un nombre de Français qui s'étaient installés à 6 octobre, où le dit Ramadan, les principales villes, oui, tout à fait, principales villes industrielles égyptiennes, et qui s'étaient installées avec leurs usines, avec leurs entreprises. Et donc, la France et les Français, naturellement, d'ailleurs, je sais que ça s'était un peu interrompu après 2011, mais ça reprend. Et ça reprend, ce qui reprend, c'est, malgré cette interruption, ce qui reprend, et ça c'est très important à dire, c'est ces relations économiques historiques, je dirais, entre la France et l'Égypte. Et donc l'Égypte, pour revenir à votre question, l'Égypte, oui, l'Égypte est un partenaire exemplaire pour la France. Les flux d'investissements étrangers françaises ont atteint à peu près 540, 550 millions d'euros, et c'est déjà une somme importante pour l'Égypte. Oui. À la lumière de ce que vous venez de dire, je dois bien sûr révéler... Vous savez, juste un petit point pour ne pas oublier, Anne, vous savez que la France se classe aux alentours du 5e, 6e rang des investisseurs étrangers en Égypte, derrière le Royaume-Uni, les États-Unis et les Émirats arabes saoudites. Donc la France est parmi les 5 grands investisseurs étrangers en Égypte, et c'est déjà quelque chose. Oui, bien sûr. Toujours à la lumière de ce que vous venez de nous révéler, je dois même proposer la dernière déclaration faite par le ministre de l'économie française, M. Bruno Le Maire, qui a rendu hommage à la performance et distinguée de l'économie égyptienne. RFI et d'autres médias français ont dit que l'Égypte semble avoir plutôt bien résisté à la crise provoquée par la pandémie. L'Égypte sera cette année l'un des très rares pays en croissance. Selon la dernière prévision du FMI, le PIB de l'Égypte va progresser de plus de 3,5% en 2020. Donc, de tels indices représentent quoi pour les investisseurs français? Encourage, est-ce que vous trouvez que cela encourage les investisseurs français à arriver de plus en plus ici en Égypte, à s'installer, comme vous venez de dire, de plus en plus en Égypte, à trouver l'Égypte en tant qu'une bout de sauvetage pour l'économie française même? Oui, comme vous le disiez, vous savez que l'Égypte a été abattue par cette vague de ce qu'on appelle le printemps arabe en 2011, et puis le PIB égyptien avait chuté en 2011-2012 plutôt à 1,8% en taux de croissance, et puis on est remonté à un taux record de 6,5 après le Covid-19. D'ailleurs, d'après la Banque mondiale et le FMI, l'Égypte est le seul pays qui, en 2020, réalisera un taux de croissance positif, alors que tous les pays du Proche-Orient, de la région MENA, réaliseront un taux de croissance négatif, moins. Donc c'est déjà un record. Nous sommes parmi je crois que les 18 ou les 20 pays au monde qui réaliseront en 2020 un taux de croissance positif. L'Égypte a réalisé des records, mais des records, d'ailleurs hier, on parlait du rapport des Nations Unies sur les indicateurs de l'économie soutenable et de la soutenabilité. Nous avons grimpé à un échelon de 9 étages dans les indicateurs. On était dans les 90, on est dans les 80, 81 et 82, je crois. Donc on a réalisé un saut de 9 places en une année. On parle de développement durable, ce qui est déjà important. Nous avons réussi à réduire le taux de chômage de 14% hier aujourd'hui, je crois, le Premier ministre parlait d'un taux record de 7,6%. On a réussi à atténuer les effets néfastes de l'inflation
qui avait grimpé à 40, 50 et 60% pour atteindre un taux modéré de 8 et 9%. C'est déjà un exploit. Vous savez, vous vous souvenez, en 2012, si ma mémoire est courte, vous vous souvenez que l'Égypte avait essayé, l'Égypte à l'époque n'avait pas un régime élu démocratiquement, on était en période de transition, et l'Égypte, qui avait des relations très étroites avec la Banque mondiale et le FMI, avait demandé un prêt, si mes souvenirs sont bons, un prêt de 2-3 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup, et on est resté pendant une année, un an et demi pour négocier, et après c'était un échec. On n'a pas réussi à avoir le prêt. Et même Christine Lagarde, cette dame pour qui nous avons beaucoup de respect, Christine Lagarde, en 2012-13, avait des propos un peu, je dirais, sévères contre l'Égypte. Cette responsable internationale, c'est son point de vue, on la respecte, elle a eu raison. Elle avait dit que l'Égypte était en phase difficile et qu'on n'avait pas beaucoup d'espoir de voir ce pays rebondir et réaliser des taux de croissance, et que la situation en Égypte était catastrophique et alarmante. C'était vraiment pessimiste. Moi, je me souviens de ce propos très pessimiste, et elle a raison. En 2017-18, je crois que juste avant qu'elle quitte son poste, cette même dame, encore pour qui on a beaucoup de respect, avait dit que l'Égypte a réalisé un success story, une histoire de réussite, et que la Banque mondiale et les FMI et même les instances internationales voudraient savoir comment ce pays a rebondi avec toute force et toute vigueur, d'un taux de croissance de 1,8%, ce qui est catastrophique. Vous savez que 1,8% pour un pays où il y a où il existe 1 million de nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année, c'est catastrophique. Vous avez besoin d'un taux de croissance au-dessus de 8%, vous avez besoin de 10%. Donc pour tomber à 1,8%, c'est déjà catastrophique. On est arrivé à 6,5% avant le Covid, et on était en plein vigueur sur le point d'atteindre les records que nous avons mis comme objectif. Donc pour réaliser tous ces exploits, atténuer le taux, ou contrôler le taux de chômage, le taux d'inflation, augmenter les réserves économiques de devises étrangères de 11 milliards pour arriver à un plafond de 47 milliards, doubler, tripler les exportations étrangères, augmenter de 20% les investissements étrangers dans le pays, et puis aussi c'était s'engager dans un programme de réforme économique, très difficile, programme très difficile qui a des impacts, et vous savez peut-être mieux que moi que tout programme de réforme économique ont toujours des impacts. On a toujours en mémoire l'expérience russe, je dirais soviétique plutôt, avec cette thérapie de choc qui avait donné un coup, vraiment un coup énorme à l'économie soviétique, l'économie russe, et c'était catastrophique. D'ailleurs, la Russie est un mauvais modèle de la Banque mondiale et du FMI. Et donc, pour arriver à s'engager dans un programme avec des coûts, je dirais, sociaux, c'est déjà énorme. Et puis avec un programme social que le président a fait ainsi. Oui, et si permettez-moi de vous poser cette question à la lumière de ce que vous venez de dire. Bien sûr, l'État égyptien essaie de sauvegarder la stabilité non seulement de l'Égypte, mais aussi la stabilité de la région tout entière. En même temps, essaye de dédommager les ouvriers, les journaliers, essayent de sauvegarder leurs droits humains. Ici, par exemple, on trouve que RFI a dit que l'économie égyptienne a tenu le choc grâce au filet de sécurité sociale mis en place par le gouvernement égyptien. 1,5 million de salariés ont bénéficié d'une couverture chômage spéciale. Donc, c'est l'une des dimensions les plus importantes qui donne une sorte d'avantage aux yeux des étrangers en ce qui concerne l'économie égyptienne. Aujourd'hui, comme vous avez expliqué, aujourd'hui, c'est tout à fait différent d'hier.
Hier, nous étions dans l'incertitude, nous étions dans une sorte de toutes choses sont hésitantes, mais aujourd'hui, nous sommes sur des pieds fixes, des pieds stables, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour revenir un peu en arrière, l'Égypte en 2013-2014 et puis même avant en 2015, avant d'amorcer ce programme de réforme économique, moi je me souviens que le président avait refusé à plusieurs reprises le modèle qui avait été présenté par les experts égyptiens à l'époque et les conseils du FMI et de la Banque mondiale. Et donc il y avait un grand doute de la part des institutions internationales, de la Banque mondiale et du FMI au départ, sur la continuité et la réussite et la possibilité pour un pays comme l'Égypte à s'engager dans un programme de réforme économique. Le principe était, c'est ce que le président de la République et l'Égypte et le gouvernement voulaient, on voulait un programme de soutien social qui serait parallèle aux réformes économiques. Et le président avait demandé aux experts du gouvernement de faire le design d'un programme social et c'est à cause de ce design que nous avons eu deux volets dans le programme de réforme, un volet économique et un volet social avec, vous savez, tous les programmes de soutien comme TACAF ou les Karama, ce soutien non seulement aux ouvriers journaliers, aux saisonniers, mais aussi ce soutien, si mes souvenirs sont bons, Rémi, peut-être pas pour travailler, mais vous vous souvenez du soutien économique, socio-économique qui avait été donné aux SMI, aux exportateurs, surtout au système financier, au système en banque, pour donner des prêts, mais aussi non seulement aux CMI, mais pour aussi les femmes qui avaient des problèmes juridiques à cause de leurs projets commerciaux. Mais des programmes énormes. Vous avez eu des programmes de soutien énormes. Et puis les 100 milliards, les 100 milliards de livres égyptiennes qui avaient été octroyés ou qui avaient été versés par les fonds publics au cours de cette crise. Et tout le monde avait dit, mais d'où viennent ces fonds? D'où vient l'argent? L'argent vient notamment à cause du programme de réforme économique qui avait pris en considération ces conséquences. Oui. L'une des notes qui ont été, bien sûr, soulignées par les médias français, notamment RFI, par exemple, c'était le fait que l'Égypte est considérée comme l'un des États les plus résilients d'Afrique sur le plan sanitaire, sur le plan économique, selon les rapports révélés par l'agence américaine spécialisée dans le domaine de finance, dans le domaine de l'économie, Bloomberg. Donc, comment vous trouvez l'importance de telles notes sur si je peux dire, l'attractivité, la compétitivité de l'Égypte aux yeux des investisseurs étrangers comme les Français? Oui, c'est ce qu'on appelle en anglais le credit rating, c'est-à-dire mesurer à quel point les gouvernements, les fonds publics ont cette capacité à résister, comme vous avez dit, à résister aux chocs économiques et aux chocs financiers. Ceci est dû, et d'ailleurs, vous avez parlé de Bloomberg, d'accord, ce n'est pas uniquement Bloomberg, c'est Bloomberg et Fitch, Standard & Poor's et d'autres maisons de soutien et de mesures financiers qui avaient donné à l'Égypte, et non seulement au cours de la dernière année, mais au cours des 3-4 dernières années, les taux ou les records ou les marques qui avaient été données par ces institutions sont excellentes, au cours des 4 dernières années. Justement, pourquoi? Parce que nous avons eu des réformes financières, des réformes sur l'impôt, sur les taxes, des réformes sur les lois de l'investissement. Le marché redémarre, et quand le marché redémarre, vous avez une création d'emplois, et vous avez création d'emplois, vous avez des projets qui s'installent, vous avez donc des profits, et donc vous avez des recettes, et donc vous avez
part de l'autre, de l'autre côté, vous avez une augmentation des recettes privées, mais aussi des recettes publiques. Et puis, ça c'est très important à dire, Rémi, si vous le permettez, vous avez eu une augmentation des devises étrangères venant des Égyptiens travaillant à l'étranger. Ouais. C'est très important. Vous avez eu à peu près de 15 milliards. Au moment où nous avions perdu, ça c'est le paradoxe des choses, c'est le hasard des choses, je dirais, où nous avons perdu des recettes très importantes du tourisme à un moment très difficile dans le parcours du développement économique et du programme de réforme économique en Égypte. Vous savez mieux que moi que le canal du Suez et le tourisme avec les Égyptiens vivant à l'étranger représente une somme très importante dans les devises étrangères. Oui, Oui. Bien sûr, sous les yeux, Monsieur Amr, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je Monsieur Amr, sous les yeux des Français, et bien sûr, c'est la performance de l'économie égyptienne, le quotidien des Égyptiens dans le temps du coronavirus. Justement, par exemple, la RFI a dit que le gouvernement a privilégié un confinement allégé pour limiter l'impact sur l'économie. Le secteur du bâtiment a continué à travailler quasiment sans interruption, tout comme le secteur agricole. Depuis quelques jours, les magasins et les artisans doivent fermer plus tôt pour éviter la deuxième vague du coronavirus. Le confinement n'est encore qu'une menace et le gouvernement préfère communiquer sur ses commandes de vaccins. Donc, une telle remarque faite par FI en ce qui concerne les dernières décisions, bien sûr, gouvernementales en ce qui concerne la deuxième vague du coronavirus aussi en Égypte et qui frappe l'Égypte actuellement. Pas de fermeture, mais justement, on doit continuer de coexister avec cette pandémie tout en prenant des mesures de précaution, des mesures préventives. Justement, une telle décision, des telles mesures donnent un élan pour l'économie égyptienne aux yeux des Français. Oui. N'est-ce pas? Oui, alors les mesures de précaution, et permettez-moi d'être un peu sarcastique, et de point de vue caricatural, moi j'entends parler et j'entends dire que les Égyptiens ne respectent pas trop les mesures de précaution. Peut-être qu'ils ont un style de vie qui est un peu différent par rapport au style de vie cartésien, rationnel ou européen, ou peut-être que je vais peut-être être un peu ironique, peut-être que vous savez, les fêtes, les foules égyptiens et puis des oignons, les repas traditionnels égyptiens représentent un vaccin en lui-même, mais je dirais aussi que il y a eu des mesures de précaution, mais d'autre part, je vais arrêter d'être ironique, mais c'est très caricatural. Vous savez, cette volonté des Égyptiens de continuer à vivre, je crois qu'elle est beaucoup plus importante que le virus. Et beaucoup d'Égyptiens, comme d'ailleurs en Europe, vous avez eu des manifestations partout en Europe contre les mesures de précaution. Mais en Égypte, les gens ont continué à vivre, et puis il y a eu cette volonté non écrite, cette loi non écrite, que les Égyptiens vont continuer à vivre, quels que soient les dangers. Et d'ailleurs, vous avez parlé des ouvriers saisonniers, des ouvriers journaliers, vous avez parlé des aides, des subventions du gouvernement au secteur du bâtiment. Combien d'ouvriers travaillent dans le bâtiment? Rémi, est énorme. Combien d'ouvriers travaillent dans le tourisme? Énorme. Combien d'ouvriers journaliers? 1,5 million, c'est énorme. Hein. On parle d'ouvriers non de famille avec un S. Oui. Et donc, vous avez énormément d'Égyptiens qui travaillent dans ce secteur. Et donc, les Égyptiens avaient cette volonté de continuer à vivre malgré les mesures de précaution. Pour revenir à votre question, c'est vrai que les mesures de précaution qui avaient été prises, mais aussi les réformes dans le secteur de la santé,
Et puis aujourd'hui, vous vous souvenez de 3 cette visite, Ouais. cette visite